Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du vendredi 31 janvier. J'espère que vous allez bien en ce dernier jour de la semaine et du mois avant un week-end qui devrait être sous le signe du soleil. Nous en reparlerons dans quelques instants. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail et d'ailleurs prudence sur les routes ce matin avec les températures en baisse. Il peut y avoir par endroits un petit peu de verglas. Nous avions avec nous tout à l'heure notre invitée en plateau, Hélène Daligo, gérante du food truck Le Vent des Crêpes, pour parler bien sûr de la Chandeleur. Elle nous a préparé quelques bonnes crêpes en direct avec bien sûr des petits conseils sur les recettes. Vous pouvez d'ailleurs la contacter si vous avez un événement et vous souhaitez bien avoir les meilleures crêpes de Vendée. N'hésitez pas, vous retrouvez bien sûr son interview et tous ses conseils sur tvvendée.fr. Voici maintenant les titres de l'actualité du jour. Nous parlerons du Vendée Globe ce matin avec les arrivées hier de Boris Herman et Samantha Davis qui terminent respectivement 12e et 13e de cette 10e édition. Vous entendrez leur première réaction à terre après l'accueil très chaleureux que le public vendéen leur avait réservé. Nous reviendrons également sur le dématage survenu hier de Arnaud Boissière. Le Vendéen d'adoption a annoncé il y a quelques instants son abandon du Vendée Globe après une nuit de réflexion. C'est une petite révolution qui va se produire aujourd'hui au Poiré-sur-Vie et à Esnay. Ces deux communes font partie des premières de France à quitter définitivement le réseau internet passant par le cuivre. Avec le développement du très haut débit par la fibre, ce réseau cuivre va être abandonné au fur et à mesure sur l'ensemble du territoire. Et pour finir, l'eau de votre puits ou de votre forage est-elle bonne? Le conseil départemental mène actuellement une opération d'analyse de ces eaux dans plusieurs communautés de communes. Les propriétaires de puits ou de forages peuvent ainsi confier des échantillons au laboratoire départemental de l'environnement et de l'alimentation pour analyse. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo du jour. Je vous l'ai dit, le soleil est au rendez-vous ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Par contre, les températures ont bien baissé, comptez moins 1 degré dans les terres, 1 degré sur le littoral. Dans l'après-midi, quelques nuages feront leur apparition, mais rien de bien méchant. Les températures se feront plus douces avec 7 degrés dans les terres et 10 degrés sur la côte vendéenne. Un petit point également sur les marées pour aujourd'hui, avec donc une basse mer à midi et une pleine mer à 5h50 et 18h15, coefficient de 96 à 98, coefficient un peu plus important donc ce matin, et le passage du Gois lui sera au plus bas aux alentours de midi et demi. On fait un petit point également sur les marchés du jour avec celui de Bournezeau, c'est de 8h30 à midi sur l'avenue du Moulin, le marché également de l'Aiguillon-sur-Mer à partir de 8h, c'est place de la mairie, et puis celui de Moutier-les-Moffets de 8h à 13h sous les très belles halles historiques de Moutier les Moffets. Un petit point sur vos conditions de circulation, rien de spécifique à vous indiquer ce matin si ce n'est les bouchons habituels à l'heure de l'embauche. Quelques travaux néanmoins à vous indiquer entre Challans et La Garnache. Il peut y avoir quelques perturbations avec des travaux sur le réseau d'eau pluviale. Je vous rappelle que la D2 aussi entre le Poiré-sur-Vie et Palio est toujours fermée à la circulation pour la reconstruction d'un pont. Il y a bien sûr plusieurs déviations en place. Vous avez également sur l'axe La Roche-Luçon la D746 plusieurs circulations alternées avec différents travaux qui sont en cours. Et puis c'est la même situation sur la D160 entre La Roche-sur-Yon et La Ferrière et entre La Ferrière et Essart-en-Bocage, avec là aussi plusieurs circulations alternées dues aux travaux d'installation de la fibre. Et en ce vendredi 31 janvier, nous fêtons les Marcel. Bonne fête à toutes et à tous. Et il est temps de passer déjà à l'actualité du jour. Voici le journal. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le skipper allemand Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe. Il a bouclé son tour du monde en 80 jours et 10 heures, terminant à la 12e place. Quelques heures après, c'était au tour de Samantha Davis d'en finir sur Initiative Cœur. Elle termine, elle, en 80 jours et 22 heures et se classe 13e de cette 10e édition du Vendée Globe. Je vous propose d'écouter la réaction des deux skippers à l'issue de leurs arrivées. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas ça, pour ce Vendée Globe. Donc je pense que c'est une bonne chose que ça nous surprend, le Vendée. On ne peut pas être sûr comment ça va se dérouler, même si on s'entraîne pendant 4 ans avec un bateau et on prépare tout parfaitement. Il y a des surprises chaque jour et ça fait la nature d'une aventure. On ne sait pas où ça va nous amener. Ça peut nous amener sur un podium ou sur une place à l'arrière où on ne peut même pas finir. On ne sait pas, en fait, quand on part, on ne peut pas être sûr. Donc ça, c'est la fascination du Vendée Globe aussi. Ouais, c'était une édition incroyable et je suis hyper fière de
de boucler le boucle, de finir encore cette fois avec Initiative Cœur, sauver 106 enfants, donc on arrive à la cap 500 enfants sauvés par le projet qui est incroyable. Et puis comme chaque Vendée Globe, on ne sait pas ce qui va nous arriver et c'était une course riche, très riche en émotions, en haut, en bas, en sensations, j'ai adoré. Et une fois la ligne d'arrivée franchie, Samantha Davis et Boris Herman ont pu remonter le mythique chenal des Sables d'Olonne où ils ont été accueillis chaleureusement par le public venu en nombre hier. C'est le skipper allemand qui a ouvert le bal peu après 15h et une demi-heure après, c'est Sam Davis qui a été acclamé par la foule. Grégoire de Châtillon a vécu ses arrivées sur place en compagnie du public avec les images de Titian Morinière. Le tour du monde en 80 jours, ils l'ont fait, à la fois Boris Herman et Samantha Davis qui, maintenant, remontent le chenal des Sables d'Olonne. C'était le cas pour Boris Herman à l'instant. Sam Davis, elle, est sur son bateau pour ce moment qu'elle attendait depuis 80 jours, on l'a dit. Ici, regardez, nous avons... pas que des retraités au Sables d'Olonne, vraiment la population s'est déplacée. Sam Davis, elle est populaire. Boris Herman et Sam Davis étaient des candidats pour arriver dans les 10 premiers. Bon, ils sont 12 et 13e, mais écoutez, ce qui compte, c'est un peu comme dans le cadre de l'école des fans. Tout le monde gagne avec un Vendée Globe dont on arrive à finir la course. Peut-être une petite réaction. Madame, vous, c'est important d'être présent là pour l'arrivée de ces deux skippers. C'est formidable. Oui. C'est vraiment, les Vendéens sont là pour les soutenir, pour soutenir tous ces skippers qui ont fait des courses magnifiques avec la durée du départ du 10 novembre et d'arrivée aujourd'hui, c'est magnifique. Voilà, l'effervescence, elle est toujours là au Sables d'Olonne. Peu importe les arrivées des skippers, ils sont toujours là pour les accueillir. Et Vendée Globe toujours, outre les arrivées d'hier dont nous parlions à l'instant, le fait marquant de ces dernières 24 heures, c'est bel et bien le dématage d'Arnaud Boissière. Alors que le skipper de la Mythaline naviguait à plus de 2500 milles de l'arrivée et la longitude du Cap-Vert, le Vendéen d'adoption a prévenu son équipe hier après-midi qu'il avait dématé. Il a annoncé ce matin son abandon via ses réseaux sociaux. Il indique sur Facebook « J'ai mal pour mon bateau et pour tout le travail réalisé. Je vais pleurer et voir la suite différemment ». Il navigue actuellement grâce à sa Liberty Kite et tente de rallier les Antilles. C'est aujourd'hui qu'un moment historique va avoir lieu. La coupure du réseau Internet passant par le cuivre. 2 communes vendéennes sont parmi les premières concernées en France aujourd'hui. Le Poiret-sur-Vie et Esnay. La coupure du réseau cuivre rentre dans le cadre d'un chantier de modernisation complète du territoire français avec le passage au très haut débit. La coupure du réseau se passe en 2 temps. Premièrement, démanteler le réseau, c'est-à-dire enlever les câbles dans les rues et bâtiments. Et deuxième temps, recycler l'ensemble de cuivre récupéré. Alors demain, en fait, c'est un moment historique pour la France et pour nous-mêmes, puisque demain, on va effectivement couper le réseau cuivre. Alors couper le réseau cuivre sur 2 communes de la Vendée dans un premier temps, qui sont la commune du Poiret et la commune d'Esnay. Ça veut dire que dorénavant, l'ensemble des clients, donc qu'ils soient des clients particuliers ou professionnels, vont devoir avoir migré sur une autre technologie et de préférence sur de la fibre. Mais pourquoi sur ces 2 communes aujourd'hui ? Parce que ce sont des communes qui étaient 100% fibrées et ce sont des communes sur lesquelles on a déjà une majorité d'administrés et d'habitants qui sont passés sur la fibre. Ça va être la première étape de l'arrêt des réseaux cuivre en France, c'est-à-dire que dans 162 communes, on va couper définitivement les derniers utilisateurs de ces réseaux cuivre. Et on va le faire progressivement chaque année, à la fin janvier, jusqu'à fin 2030. Aujourd'hui, il y a 2 réseaux qui coexistent. Il y a ce réseau cuivre et puis il y a ce réseau fibre. Et entre les deux, et c'est normal, les clients, les utilisateurs choisissent massivement la fibre parce qu'il y a beaucoup plus de services. C'est historique parce qu'on n'a jamais, à travers dans notre histoire, arrêté un si grand réseau. 2 fois par an, le conseil départemental réalise une opération de contrôle de la qualité de l'eau provenant des puits ou des forages. Les usagers emmènent leurs échantillons dans les communautés de communes où ils sont ensuite confiés au laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée qui réalise les analyses. Depuis 2017, des tarifs réduits sont proposés pour encourager les propriétaires de puits et de forages à participer à ces différentes opérations. Exemple à Chantonnay avec ce reportage de Louise Viadji. Et l'heure
2 flacons stérilisés en main, Arnaud prélève un échantillon d'eau de son puits. Une source qui arrose son jardin, mais qu'il utilise aussi pour sa maison. Bon, c'est une sécurité pour nous, pour la boire. Si toutefois il y avait une anomalie, on se dit il faut arrêter. Il y a 45 ans qu'on pompe dedans, au moins. Ouais. Mais les premières années, on n'en faisait pas ouvertement, c'est sûr. Après, c'est venu de plus en plus pointu, de plus en plus sollicité, chose qui est très bien. Direction la communauté de communes de Chantonnay. Là-bas, Arnaud confie son échantillon au laboratoire de l'environnement et de l'alimentation de la Vendée. Comme lui, d'autres habitants du coin font aussi vérifier la qualité d'eau de leur forage. C'est 5 ou 6 ans que je n'ai pas eu d'analyse, donc c'est l'occasion de faire le point, savoir l'analyse bactériologique, également le contenu de l'eau au niveau physique et chimique. Il y a eu des moments où on avait des nitrites et puis là il y en a moins. Il y en a beaucoup, donc normalement c'est consommable. 2 fois par an, le département organise cette opération de contrôle de l'eau de puits. Les préleveurs se déplacent dans différentes communes, le tout à prix réduit pour encourager les usagers à le faire. C'est important pour les clients de savoir en fait la qualité de leur eau, la qualité bactério et la qualité parce qu'on réalise des analyses bactério et chimiques sur les échantillons. C'est important pour eux parce que c'est une question de santé. Il faut, quand on réalise les analyses, en fait, on donne des résultats par rapport à des critères de potabilité. Donc ça permet aux clients de savoir où ils en sont par rapport à la consommation d'eau qu'ils utilisent chez eux. Chaque année, 1000 analyses d'eau de puits sont faites par le laboratoire. Hier se déroulait la 9e édition de la journée départementale des bibliothèques à Pouzauges. Une journée qui a lieu tous les 2 ans avec comme thème cette année la mise en réseau. Elle permet à l'ensemble des salariés et bénévoles des bibliothèques vendéennes d'échanger. 120 000 Vendéens fréquentent chaque mois ces établissements culturels de proximité. Mais à quoi sert cette mise en réseau des bibliothèques vendéennes et comment cela se passe-t-il ? Eh bien voici les réponses. Le fait de faire réseau, de mettre des moyens en commun, en fait, permet de l'équité de service au niveau de la population, en fait. C'est-à-dire, en fait, offrir le même service dans une petite bibliothèque ou dans la bibliothèque centrale, c'est-à-dire qu'on met en commun 110 000 documents, on fournit une navette pour les transporter, ce qui fait que vous habitiez à un point de la communauté de communes ou à un autre, vous pouvez bénéficier du même service tout en gardant une proximité dans une bibliothèque près de chez soi parce que c'est très important aussi cette culture de proximité et ces liens des bénévoles, des bibliothécaires en général avec leur commune, avec leur territoire. Comment on le fait ? Eh ben, il y a différentes étapes. La première, c'est d'avoir des outils communs, et notamment des outils numériques. Donc avoir un logiciel commun pour gérer justement tous nos fonds documentaires, parce que ça reste quand même la base d'une bibliothèque. Et puis après, donc c'est mener de l'action culturelle commune. Donc justement pouvoir faire de l'animation tous ensemble, par exemple arriver à organiser un spectacle ou faire venir un auteur là où une petite commune serait peut-être pas forcément attractive ou n'aurait pas forcément les moyens d'organiser ce genre d'événement. Ben là, c'est justement de le faire ensemble pour pouvoir avoir plus de poids et plus de légitimité à mener ces actions. On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant et c'est le grand retour du soleil en ce vendredi. Il peut y avoir quelques petits nuages par endroit mais rien de bien méchant. Les températures par contre sont en baisse avec moins 1 degré du côté de Montaigu-Vendée, 0 degré à La Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon et La Tranche-sur-Mer et 1 degré du côté des Sables d'Olonne et Châlons et ainsi 4 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On passe tout de suite à l'actualité du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe préparé par Aurélien Huart qui, comme tous les jours, fait le point sur la situation de la flotte avec les dernières arrivées. Un peu de réparation aussi pour Sébastien Marcet qui rencontre des problèmes électriques et bien sûr le dématage de Arnaud Boissière. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
82e jour de course et 2 nouveaux passages sur la ligne d'arrivée ces dernières heures. Ce mercredi soir à 23h18, c'est l'Allemand Boris Herrmann sur Malaysia Sea Explorer qui a bouclé son 2e Vendée Globe. Il termine 12e en 80 jours, 10 heures et 16 minutes. Ce jeudi matin à 11h15, Samantha Davis a elle aussi bouclé son tour du monde à la 13e place et en 80 jours, 22 heures et 13 minutes. Les 2 skippers ont attendu le milieu d'après-midi pour remonter le chenal et célébrer cette arrivée avec le public des Sables d'Olonne. Le dernier mois était un peu particulier. Depuis le Cap Horn, j'ai eu que du prêt et des problèmes techniques. Les derniers jours, j'ai eu 65 nœuds de vent, des vagues de 10 mètres au Cap Finistère, quelques déferlantes qui couchent le bateau, une grande voile encore déchirée, un foil cassé. Donc c'est devenu une aventure très intense à la fin. C'est génial, j'attends ça depuis 2009. Je suis ravie d'enfin finisher un 2e Vendée Globe, c'est incroyable. Je suis frustrée parce que j'aurais voulu être le classement, c'est pas ce que je voulais. Mais j'ai fait quelques erreurs, j'ai eu quelques problèmes techniques vraiment au mauvais moment pour rater les systèmes et du coup je sais pourquoi. Et en fait le niveau est tellement élevé que tu peux pas faire une erreur en fait. Tout le monde est trop fort. De la joie immense aux Sables d'Olonne et une détresse qui l'est tout autant au milieu de l'Atlantique Nord, au large du Cap-Vert. Ce jeudi matin, Arnaud Boissière a été victime d'un dématage sur son IMOCA la Micaline. Le sablé d'adoption, dont l'objectif était de boucler un 5e Vendée Globe consécutif, était attendu sur la ligne d'arrivée le 8 ou le 9 février. Je viens de démater, c'est la loose. C'est l'hiver. C'est une misère. Il y a tout qui est en vrac. C'est la misère. Arnaud Boissière se trouvait au sein d'un groupe de 5 où figure Sébastien Marseille. Le skipper de Foussier a réussi à régler partiellement d'importants problèmes d'énergie sur son bateau. Il y a un câble qui s'était cassé. On branle-bas de combat parce que il n'y a plus d'énergie à bord, il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de navigation, il n'y a plus de production d'eau douce, il n'y a plus. C'est très compliqué quoi. Donc j'ai passé ma nuit là-dessus. Les prochains à rallier les Sables d'Olonne devraient être Yannick Bestaven qui termine son tour du monde hors course sur Maître Coq 5 et Romain Attanasio, 14e sur Fortinet Best Western. On peut pas freiner. En 29e position, Antoine Cornic est en train de franchir l'équateur. Les 5 derniers poursuivent quant à eux leur remontée de l'Atlantique Sud. Au classement de 15h ce jeudi, Romain Attanasio se trouvait à 875 000 de l'arrivée. Mais avant son retour prévu dimanche, le public des Sables d'Olonne pourra acclamer Benjamin Dutreux et Clarisse Kremer qui avaient dû se mettre à l'abri à La Rochelle. Le skipper de Guyot Environnement Water Family remontera le chenal ce vendredi à 17h. La skippeuse de l'Occitane en Provence fera de même samedi à 15h30. Le groupe de 8 de Damien Seguin à Conrad Coleman est attendu quant à lui entre lundi après-midi et mardi midi. Arrivée prévue mi-février pour Antoine Cornic, actuellement 29e. Et pour l'instant, les 3 derniers sont annoncés aux Sables d'Olonne entre le 24 et le 27 février. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et je vous rappelle l'information principale de la matinée concernant le Vendée Globe. Ce matin, Arnaud Boissière a annoncé son abandon officiel sur ses réseaux sociaux. Il déclare, je le cite, « Je vais tant bien que mal rallier les Antilles au portant. J'ai essayé de penser à pas mal de choses, mais je vais devoir renoncer à ce qui a toujours été mon principal objectif, finir le Vendée Globe. » On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info actuellement est consacré, vous le savez, aux différentes communautés de communes et d'agglomérations du département. À l'occasion des différentes cérémonies de vœux, nous sommes allés à la rencontre de leurs présidentes et présidents pour connaître leur projet 2025. Rencontre ce matin avec le président du Pays des Herbiers, Christophe Hogard. Le
Le Pays des Herbiers est très heureux d'offrir ses vœux à tous les Vendéens et bien sûr à tous les habitants du Pays des Herbiers de nos 8 communes. Des vœux de bonne santé et des vœux d'énergie pour toute l'année 2025. Et puis surtout une année de confiance en l'avenir pour aller de l'avant et puis pour continuer à faire la course en tête. Et puis de confiance en nous. Nous avons la capacité, nous les Vendéens, de travailler ensemble et de relever les défis. Et donc je souhaite une année de confiance et de défis. Nous avançons sur 2 jambes. Premier projet structurant, c'est la bibliothèque intercommunale des Herbiers, qui est une bibliothèque tête de réseau, 1700 m², un projet très très ambitieux. Et on va faire monter également toutes les bibliothèques, dans chacune des communes, nous avons une bibliothèque, nous allons faire monter également en puissance. C'est un très gros projet pour nous cette année. Deuxième projet, c'est la mobilité et le vélo. Nous sommes connus pour être un territoire de vélo, les championnats de France de cyclisme qui arrivent cette année en juin, mais c'est aussi le vélo du quotidien. Et donc nous avons un plan ambitieux. Nous avons été labellisés territoire cyclable parmi seulement 27 territoires en France. Et donc nous avons un grand projet pour relier toutes nos communes à la ville-centre et permettre à chacun de pouvoir se déplacer en vélo. Et puis le troisième projet structurant cette année pour nous, c'est le château du Bois-Tissando, un château qui est devenu aujourd'hui intercommunal et dans lequel nous voulons faire revivre et dans lequel bien nous trouverons plein d'offres culturelles, touristiques, mais aussi en termes de développement durable. Ça va être très familial et très apprécié. La deuxième jambe, c'est, après les projets structurants, ce sont toute notre solidarité intercommunale qui repose sur plusieurs piliers. Le premier, c'est la solidarité financière et nous cherchons à avoir une harmonie au sein du Pays des Herbiers, que chacune de nos communes puisse avoir ses services, ses écoles, ses commerces, etc. Et donc c'est évidemment ces projets. Et donc nous avons plein de projets dans nos communes et nous en sommes très fiers et la communauté de communes y participe très largement pour cette année encore 2025. Le deuxième solidarité, c'est la solidarité économique. Là aussi, il n'y a pas de croissance sans économie et nous allons cette année encore développer des zones économiques. Nous y travaillons, notamment près de l'autoroute et dans chacune de nos communes également pour que chacun puisse trouver chaussure à son pied, si j'ose dire, et que chaque entreprise puisse se développer harmonieusement aussi sur ce territoire. Cette année, notre grand projet, c'est la mutuelle intercommunale. Elle commence à se déployer dès janvier. Tous les rendez-vous sont pris aujourd'hui, nous en offrons de nouvelles. Donc l'idée, c'est que chacun puisse venir comparer. Donc voilà, on a des projets structurants d'un côté et puis de l'autre, des projets de solidarité. Et vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble de ces plus de l'info consacrées donc aux communautés de communes et d'agglomérations du département sur tvvendée.fr. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Sans détour présentée par Caroline Tronche. Elle accueille dans sa voiture aujourd'hui une cake designeuse, Christelle Rapito, qui nous parle notamment de sa reconversion professionnelle. Écoutez. Alors moi, ce que je connais de toi, c'est cette première partie assistante maternelle. Qu'est-ce qui a fait déjà que tu te lances dans ce métier avec les enfants ? Alors, assistante maternelle, c'est une histoire qui remonte à presque l'an 2000. Ouais, 1998, on va dire, exactement. Autre millénaire. L'époque des dinosaures, comme me disent mes enfants. Jadis, sympa. Jadis, j'ai été assistante maternelle en 1998. Et donc, tout simplement parce que ça a été une histoire, comme beaucoup d'histoires. Hein. Les gens, c'est ça, on commence par des études, on envisage plein de choses. Et là, tu te mets en couple et puis tu as un petit bébé qui arrive. Il faut trouver du boulot. Et il faut trouver du boulot, boulot alimentaire. Et voilà, j'ai trouvé un boulot et le hasard a fait que maintenant je me dis tiens, peut-être que c'était un petit chemin. Je suis allée en boulangerie-pâtisserie industrielle. Mais je ne faisais pas de gâteau, je vendais. Et puis lorsque Manon est arrivée, en fait, j'ai trouvé personne pour la garder sur Dompierre. Il n'y avait pas d'assistante maternelle, enfin, c'était vraiment assez galère. Ouais. Donc j'ai pris la décision moi-même de poser mon agrément. Pour garder ta fille, en fait... Et donc vous retrouvez ce numéro de Sans détour aujourd'hui sur TV Vendée. On passe maintenant au jeu de la matinale.
Et à gagner cette semaine donc dans le jeu 2 fois 2 places pour la pièce de théâtre Flagrant délire jouée par les Baladins de la médecine. Ces places sont pour le week-end du 8 et du 9 février prochain. Ça se passe au Boupère à la salle L'Oasis. Et voici la question donc de cette semaine. Qui est cet ancien sportif de haut niveau qui s'est reconverti en ouvrant une micro-crèche en Vendée? Et voici l'indice du jour. Il a ouvert sa micro-crèche à Esnay et elle s'appelle la Raise Moquette. Je répète, il a ouvert sa micro-crèche à Esnay et elle s'appelle la Raise Moquette. Raise Moquette en référence à son surnom dans le peloton cycliste, puisque l'on sait que c'est un ancien cycliste professionnel. Vous avez encore quelques heures bien sûr pour participer au jeu de cette semaine et repartir donc avec vos places de théâtre pour la pièce Flagrant délire jouée par les Baladins de la médecine les 8 et 9 février prochains. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr à 12h30 avec le journal présenté par Florian Wozniak. Lundi matin, vous retrouverez à cette même place Caroline Tronche. Quant à moi, je vous dis très bon week-end à toutes et à tous.